Donald Trump qui évoque l'hypothèse d'une Ukraine russe ou pas et qui exige une garantie sur les terres rares ukrainiennes. La première. I believe that President Putin, when I spoke to him yesterday, I think he wants peace. I think he would tell me if he didn't. Les clés. Not to make any decisions about Ukraine without Ukraine. Arnaud Reuslen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour 2 numéros spéciaux autour de la crise en Ukraine et de la reconfiguration de la relation transatlantique. Dans ce premier épisode, on va revenir sur cette initiative de Donald Trump qui a donc décidé de négocier le sort de l'Ukraine en direct avec le président russe Vladimir Poutine, renvoyant les Ukrainiens au second plan, ainsi d'ailleurs que les Européens. Poutine va-t-il ainsi gagner la partie ? Eh bien, c'est la question que nous allons examiner ensemble. La première, les clés. Mercredi 12 février 2025, jour d'un appel téléphonique qui fera date. À la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump appelle son homologue russe Vladimir Poutine. Et le coup de fil va être particulièrement long, près d'1h30, avec pour seul témoin les interprètes des deux hommes. Du coup, pour savoir ce qui s'est dit concrètement durant cet entretien, il faut se fier à la conférence de presse donnée dans la foulée par Donald Trump. Nous avons eu un super appel qui a duré plus d'une heure. Les gens ne savent pas vraiment ce que pense Vladimir Poutine, mais je pense pouvoir dire, avec un haut degré de confiance, qu'il veut la fin de la guerre. C'est bien, et nous allons travailler à y mettre un terme, le plus vite possible. Et visiblement, les deux hommes comptent se parler régulièrement dans les semaines et les mois qui viennent. Je traiterai avec le président Poutine essentiellement par téléphone. Et nous espérons finalement nous rencontrer. En fait, nous espérons qu'il puisse venir ici et que j'aille là-bas. Mais nous nous rencontrerons probablement la première fois en Arabie Saoudite. Mais nous voulons mettre fin à cette guerre. Cette guerre est un désastre. C'est une guerre vraiment horrible et sanglante. Et les Ukrainiens, alors, dans tout cela? En réalité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a été tenu au courant qu'après l'appel, puisque Donald Trump, après avoir raccroché avec Vladimir Poutine, a appelé Volodymyr Zelensky pour l'informer du contenu de la discussion. J'ai aussi eu un très bon coup de fil avec le président Zelensky après ça. Et je pense qu'on est sur le chemin de la paix. Le président Poutine veut la paix, le président Zelensky veut la paix. Je veux juste que les gens arrêtent de se faire tuer. Et dans le monde de Donald Trump, où tout se règle par deal, les choses paraissent simples. Lui et Vladimir Poutine vont se parler et régler le problème. Alors, quand un journaliste demande au président américain si l'Ukraine doit faire partie du processus de négociation sur le même pied que la Russie et les États-Unis, voilà ce qu'il répond. C'est une question intéressante. Je pense qu'ils doivent faire la paix. Des gens sont tués. Ils doivent faire la paix. Voilà ce que je pense. Voilà donc pour la réponse de Donald Trump quand on lui demande si les Ukrainiens devraient être à cette table pour négocier leur avenir. Bonjour Raoul Delcorde. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la diplomatie, ambassadeur honoraire, professeur de relations internationales notamment à l'UC Louvain. J'ai d'abord une question un peu technique pour le diplomate que vous êtes. Est-ce que c'est courant, ça, en matière de diplomatie internationale, d'avoir une conversation en bilatéral, au téléphone, entre deux chefs d'État, sans conseiller, sans diplomate, avec juste eux deux et les interprètes? Non, bien sûr, ce n'est pas courant, mais c'est bien dans le style de Trump de bilatéraliser toutes les négociations, sans même effectivement en informer son administration, qu'il apprend souvent 24 heures après, sans concertation. Alors, il avait sans doute des guidelines, comme on dit en anglais, et des lignes directrices dans son entretien. Mais ce qui est étonnant d'emblée, c'est qu'il a battu toutes ses cartes.
dès le début, d'après ce que, en tout cas, il a révélé lors de la conférence de presse, il a fait d'emblée, semble-t-il, des concessions à Poutine qui n'en demandait sans doute pas tant. Je les rappelle, donc pas de troupes américaines pour garantir la sécurité de l'Ukraine, pas d'accession de l'Ukraine à l'OTAN et pas de retour aux frontières ukrainiennes d'avant 2014. Et puis ensuite, à vous de jouer, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il se tourne vers Poutine, qui lui a le temps. On sait que c'est un élément important dans toute négociation. Il y a la chorégraphie et puis il y a la temporalité. Donc oui, on est face à une situation tout à fait inattendue et on comprend la sidération des Européens. Oui, et donc on connaît le côté faiseur de deal de Donald Trump qui voit un petit peu les relations internationales comme le monde des affaires. En général, dans le monde des affaires, on ne donne pas déjà à l'adversaire avec qui on négocie ce qu'il espère pouvoir obtenir. On ne lui donne pas tout de suite, sinon on s'affaiblit dans la négociation. Ici, c'est un peu l'impression que vous avez, c'est que Donald Trump, au-delà d'autres questions comme la non-présence des Ukrainiens, on va y revenir, mais a déjà en plus concédé beaucoup de choses à Vladimir Poutine avant même de rentrer vraiment dans le processus de négociation. Oui, c'est étonnant pour quelqu'un qui se prétend un deal maker, comme on dit, un faiseur d'accords, un homme qui aurait l'ADN du négociateur type, d'emblée, comme si, au fond, il voulait s'en débarrasser. Comme si on l'a souvent épinglé, la fameuse citation « Je vais régler la question ukrainienne en 24 heures » et puis ensuite il a repris, il a dit non, sans doute pas en 24 heures, peut-être plus en quelques semaines ou quelques mois, mais n'empêche. Donc c'est maladroit, c'est blessant vis-à-vis des autorités ukrainiennes, c'est déconcertant pour les Européens, on y reviendra je suppose, parce que je vais jusqu'à dire que le lien transatlantique par ce simple coup de téléphone est sérieusement endommagé. Et enfin, sur le plan de la tactique de négociation, comme vous me le demandez, je ne vois pas comment on va pouvoir avancer sans qu'on reprenne chacun des points qu'il a énoncés dans la négociation. Alors avec nous aussi pour cette émission, il y a Aude Merlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'ULB et vous êtes une spécialiste de la Russie. Vous suivez donc de près ce qui se passe autour du dossier ukrainien depuis plusieurs années. Votre avis à vous, Aude Merlin, sur ce qui vient de se passer là et une autre grande spécificité de ce coup de fil, c'est que c'est un coup de fil en bilatéral entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et que le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky, n'est prévenu qu'a posteriori, où Donald Trump lui fait un petit compte-rendu, en quelque sorte, de ce qu'il a négocié avec Vladimir Poutine. Visiblement, il n'y avait pas de deal, pour le coup, entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump sur le fait que Trump allait appeler Poutine. Oui, alors il y a sans doute énormément de choses que l'on ne sait pas. Donc notre réaction, elle n'est que sur effectivement la base des quelques bribes que l'on perçoit à la surface des choses. Mais c'est vrai que c'est d'une très très grande violence symbolique. Ça, il faut déjà le dire d'emblée. C'est-à-dire que, et lorsque vous disiez qu'il y a quelque chose de méprisant pour les autorités ukrainiennes, il faut aussi parler de la société ukrainienne, c'est-à-dire de tous ces morts et de tout cet engagement dans la résistance ukrainienne, puisque la situation est celle d'une agression. Il y a un État qui en agresse un autre, et donc il y a une société qui est en résistance. Et donc c'est sûr que là, véritablement, on est face à quelque chose qui est assez abyssal en termes de modalités, en fait. Alors après, on voit bien que M. Zelensky essaye en quelque sorte de naviguer dans tout ça avec énormément de prudence pour ne pas s'aliéner aucun des protagonistes. Moi, ce qui me frappe beaucoup, en fait, dans cette histoire, c'est finalement la façon dont... alors, je ne suis pas du tout spécialiste des États-Unis et de M. Trump en termes d'analyse scientifique, mais ce qui me frappe au niveau du vocabulaire, c'est-à-dire l'utilisation de ce mot de peace deal, le fait de parler de paix, le fait de dire que Vladimir Poutine veut la paix, voudrait la paix, c'est absolument faux. Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Je suis absolument d'accord avec vous sur cette question de temporalité. C'est un point central. Vladimir Poutine est quelqu'un qui a le temps et qui a toujours eu le temps et qui sait attendre. Et donc, il est dans une position de force qui est considérable. Et ce qui est intéressant aussi quand on regarde dans le rétroviseur sur ces 3 dernières années, sans parler des années qui remontent aussi à 2014, puisqu'il ne faut jamais l'oublier. Donc, l'infraction au droit international et l'invasion de l'Ukraine, en fait, elle remonte à 2014, avec l'annexion de la Crimée, puis la déstabilisation dans le Donbass et la guerre.
Il y avait déjà quand même 13 000 morts entre 2014 et 2022, avant le 24 février 2022. Mais c'est sûr que ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on n'est pas donc dans une situation où M. Poutine voudrait la paix. À aucun moment, d'ailleurs, il n'a fait de proposition concrète. Donc, on est face à une situation de très très grand déséquilibre par rapport à ça et où effectivement deux protagonistes, en écartant les premiers concernés, à savoir un État souverain qui est agressé, une société qui est agressée, ne fait pas partie de la discussion. Oui, c'est intéressant d'ailleurs dans les mots, puisque quand Donald Trump s'exprime sur ce rendez-vous téléphonique qu'il a eu avec Vladimir Poutine, il a des mots étonnants en disant que Vladimir Poutine n'a pas vraiment dit qu'il voulait la paix, mais que lui-même, Donald Trump, a senti qu'en fait, il voulait la paix. Dans le plus pur style de Donald Trump. Alors, vous disiez, c'est un mépris pour les dirigeants ukrainiens, pour la société civile ukrainienne. On va prendre le temps, nous, d'écouter quelques réactions justement en Ukraine et dans la diaspora ukrainienne par rapport à ce qui est en train de se jouer là. Et c'est Sarah Pousset qui a compilé ça pour nous. Le président ukrainien a déclaré qu'il n'était pas très agréable que Donald Trump ait choisi d'appeler Vladimir Poutine en priorité. Un sentiment plus que partagé par Alexander Esserey, interrogé à Zaporizhzhia par Agathe Mahuet pour France Info. Je suis déçu que Trump ait d'abord voulu parler avec Poutine en mettant l'Ukraine de côté. Il aurait dû commencer par appeler Zelensky. Ça nous fait un peu peur. On a l'impression qu'on nous abandonne. Nous ne pouvons faire confiance qu'à notre armée. Nous avions de grands espoirs avec Trump, avec les États-Unis. Nos vieux amis russes nous ont déjà donné un coup de poignard dans le dos. Je ne veux pas que les Américains fassent la même chose. Volodymyr Zelensky, comme plusieurs dirigeants européens, a rappelé la nécessité d'inclure l'Ukraine pour espérer un accord de paix. Plus largement, Volodymyr Gotuak, vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens, pointe la nécessité d'inclure la population ukrainienne. En Ukraine, on le vit d'une façon assez simple, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que c'est un président américain ou un président européen ou même le président ukrainien qui va décider un jour que l'Ukraine soit russe ou qu'elle appartienne toujours aux Ukrainiens. C'est le peuple ukrainien qui va décider de cela. Nous sommes un pays démocratique et c'est le peuple qui va décider de tout. Un écho confirmé par Alexander, commandant d'escouade. Pour lui, les hommes sur le front n'accepteront jamais de céder des territoires aux Russes, peu importe ce que négocie le président ukrainien. Je pense que ce sera le chaos. Les combattants, les gars qui se battent maintenant pour notre terre, pour des parcelles de notre terre, je pense qu'ils n'écouteront pas Zelensky. Et nous continuerons à pousser, parce que c'est notre terre. Vu la dépendance de son pays à l'aide militaire américaine, notre correspondante en Ukraine pointe que Zelensky est obligé de se soumettre au jeu de Donald Trump et de négocier, au moins pour la forme. Mais ce n'est pas pour autant qu'un accord de paix arrivera prochainement, comme une habitante l'a rappelé à Maureen Mercier. Trump n'est pas Dieu, voilà ce qu'elle me disait. Ça semble évident, mais il faut sans doute le rappeler. Et puis déclencher un processus de paix, encore faut-il savoir ce qu'on entend par paix. Et puis, si les armes devaient cesser de gronder, pour combien de temps ? C'est toute la question. Plus que Trump, encore une fois, la question que les Ukrainiens vous renvoient, c'est est-ce que Poutine, lui, veut la fin de cette guerre ? Les Ukrainiens, encore une fois, en sont persuadés. La réponse, c'est non. Aude Merlin, voilà qui rejoint votre analyse. Poutine ne veut pas la fin de cette guerre. Il veut quoi alors, Vladimir Poutine, à travers ce qui est en train de se jouer en Ukraine et ce qui pourrait se jouer demain ? Alors, il faut rappeler que les raisons pour lesquelles on commence une guerre ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui font que la guerre se prolonge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, personne n'est dans sa tête. Mais ce qu'on peut simplement constater, épingler et repérer, c'est la mise en place d'une forme de logiciel du recours au hard power, donc d'utilisation de la force, d'utilisation de la violence, à la fois dans ce qui caractérise le régime politique interne et le rapport aux relations internationales
en externe. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il veut ? Cet état de fait, si je puis dire, encore une fois, sans être dans sa tête, le satisfait plutôt. Au sens où, finalement, si on reconsidère ce qui se joue depuis 2000, c'est-à-dire depuis son accession à la présidence en Russie, à savoir une Russie qui a retrouvé une place. Alors, on peut en discuter, mais qui a retrouvé une place. Une Russie qui s'est agrandie en termes de territoire, même si les territoires en tant que tels ne sont pas l'objectif final, mais en tout cas, voilà, c'est la première fois que ce territoire se étend depuis l'effondrement de l'Union soviétique, qui, rappelons-le, a été décrit par lui comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et puis, donc, il y a cet emballement, en quelque sorte, c'est-à-dire cette machine qui s'emballe, où il est aussi l'otage des décisions qu'il a prises, et donc dans une fuite en avant, où pour rester au pouvoir, parce qu'il y a évidemment toute cette dimension-là qu'il ne faut jamais déconnecter de cette guerre qui est livrée à l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il se joue, bien évidemment, la survie de ce régime. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, cette situation, plus elle dure, plus en quelque sorte, elle est favorable à M. Poutine. Et on pourrait même aller jusqu'à interroger ce que représenterait une paix juste et durable pour ce régime en Russie et pour Vladimir Poutine, puisque d'une certaine façon, ce logiciel de guerre a aussi transformé petit à petit, a modifié les contours et on pourrait dire même vraiment le logiciel politique. C'est-à-dire que la place des investissements dans le complexe militaro-industriel, la part des investissements publics, on est un tiers des investissements publics, des dépenses publiques russes qui vont au complexe militaro-industriel. On est maintenant dans une économie qui est une économie de la mort, mais qui est une économie qui produit en quelque sorte de la richesse. Et donc finalement, reculer sur tous ces plans-là, sans avoir de véritable projet de substitution, c'est quelque chose qui fragiliserait l'équipe au pouvoir aujourd'hui. Donc voilà. Raoul Delcorde, ça veut dire que par rapport à cette idée présentée de manière extrêmement binaire, comme il sait le faire par Donald Trump, que oui, Poutine veut la paix, Zelensky veut la paix, je veux la paix, donc on va se mettre tous autour de la table, on va négocier et on va s'en sortir. On voit bien qu'on est dans une situation politique infiniment plus complexe que cela. Et on peut comprendre l'inquiétude des Ukrainiens de voir le président américain résumer la situation de la façon dont il la résume. Oui, parce qu'en fait, il y a 3 niveaux de négociation. On ne s'en aperçoit pas vraiment au début, mais il y a une négociation entre Washington et Moscou. Il y a une négociation entre, d'une certaine façon, l'Ukraine, enfin Zelensky et Trump. Et il y a une 3e négociation entre les Européens et les États-Unis, dans le cadre transatlantique. Alors, ces 3 niveaux interfèrent les uns sur les autres et rendent effectivement la négociation d'autant plus compliquée. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec professeur Merlin. On pourrait d'ailleurs peut-être se rappeler la fameuse phrase de Clausewitz. Je crois que Poutine l'a bien mise en œuvre. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et donc, effectivement, elle s'applique de façon tout à fait évidente à la situation en Ukraine et la volonté sans doute du régime russe de perpétuer cet état de fait, quels que soient les contours que prendra la négociation. Mais donc ici, quand on regarde les données du problème aujourd'hui, on a l'impression que les États-Unis, eux, veulent se sortir de cette guerre le plus rapidement possible, notamment parce qu'il y a eu des promesses de Donald Trump par rapport à sa population, de dire on va arrêter de dépenser beaucoup d'argent en Ukraine. On voit qu'il met aussi d'autres éléments qui peuvent l'intéresser dans la négociation, en disant qu'il faudrait des accords sur les minerais pour pouvoir en quelque sorte rembourser tout ce qu'on a déjà dépensé pour venir vous soutenir, vous, le peuple ukrainien. On voit qu'on a un Vladimir Poutine, et c'est ce que nous décrivait Aude Merlin, qui lui a plutôt intérêt à rester dans une situation de guerre et certainement pas de négocier une paix durable qui ferait que le problème serait une fois pour toutes réglé. Et puis on a évidemment la volonté, les attentes d'Ukrainiens qui veulent à la fois sans doute pour beaucoup que la guerre s'arrête, mais on a entendu aussi qu'ils ne veulent pas céder du territoire et puis qui craignent de toute façon que la Russie ne soit jamais rassasiée et que si on négocie quelque chose là maintenant, ce ne soit qu'un moment passager et puis qu'il y ait d'autres conflits qui arrivent demain. Du coup, si on se projette un petit peu dans le futur, qu'est-ce qui pourrait être négocié ? Est-ce qu'on va négocier la paix, ce sont les mots, peace, qui reviennent tout le temps chez Donald Trump, ou bien est-ce qu'on va aller vers une sorte de négociation, de cessez-le-feu, temporaire ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le logiciel diplomatique, Raoul Delcorde ? Un cessez-le-feu temporaire, vraisemblablement. Mais, semble-t-il, conditionné par une forme de
cession temporaire de territoire. Alors c'est compliqué. Est-ce que le président Zelensky accepterait ce que j'appellerais le scénario allemand, à l'époque où il y avait 2 Allemagnes, résultant d'ailleurs des suites de la guerre froide, et que ces territoires qui seraient non pas rétrocédés à la Russie, mais qui ne seraient plus de facto pour le moment contrôlé par l'Ukraine, en attendant peut-être que dans 10-15 ans, il y ait une réunification et que, à nouveau, la situation redevienne normale. Est-ce que je ne vois pas, alors pour me mettre dans la position de Lavrov, puisqu'il doit rencontrer son homologue américain aujourd'hui, je pense. Le ministère russe des Affaires étrangères. Je ne vois pas comment on pourrait avoir le début du commencement d'une négociation si l'on ne parle pas d'une ligne de cessez-le-feu quelque part sur le territoire ukrainien. Aude Merlin, c'est ça dont on va parler plutôt que de paix, comme le dit Donald Trump, vous pensez, si on entre dans cette logique de négociation ? Et c'est sûr qu'il y a une différence de taille entre un cessez-le-feu provisoire et un traité de paix avec des garanties. Parce qu'il y a quand même un point central dans cette histoire, ce sont les garanties de sécurité pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens, ce peuple qui a été agressé. Et cet État et ce pays qui a vu donc 18% de son territoire être arraché en fait à la gouvernance de sa capitale, de Kiev. Donc ce qui s'est passé en 2014 est assez riche d'enseignements au fond. Et de la même façon, si on dézoome et si on regarde ce qui se passe dans l'espace post-soviétique à l'épreuve des différents conflits armés, y compris de ceux qui avaient éclaté au début des années 90, lorsqu'il y a eu des discussions et que la Russie est parvenue, les autorités russes sont parvenues de façon systématique ou quasi systématique à être à la fois partie prenante au conflit, mais sans l'assumer pleinement, et médiatrice. Et donc ça, c'est un jeu, un tour de passe-passe qui a été répété à plusieurs reprises. Il suffit de regarder la question Abkhazie, il suffit de regarder la question de l'Ossétie du Sud, il suffit de regarder la question de la Transnistrie, etc. Alors, en 2014, avec les accords de Minsk, c'était aussi ce schéma-là. C'est-à-dire que Moscou, en fait, ne prétendait pas être partie au conflit, mais considérait qu'il s'agissait d'une guerre civile en Ukraine. Et donc, les autorités russes s'érigeaient en quelque sorte là, en faiseuse de paix ou en faiseuse de cessez-le-feu, en voilà, bonne volonté qui viendrait essayer de calmer ou de faire en sorte que les parties au conflit, telles qu'elles sont décrites par Moscou, s'entendent. Alors là, on a une invasion massive avec la Russie qui est partie prenante. Mais la question du schéma et d'un cessez-le-feu provisoire qui, rappelons-le, en 2014-2015, finalement, est devenu, et on le voit rétrospectivement, une sorte d'aubaine pour Moscou qui, utilisant le fait d'avoir la Crimée et d'avoir le contrôle sur le Donbass, ont profité en quelque sorte de ces avant-postes pour envahir plus avant le territoire ukrainien, un nouveau cessez-le-feu ne ferait que produire une situation, alors à une échelle un petit peu plus large, mais du même type, c'est-à-dire gagner du temps. Gagner du temps pour continuer à produire des armements et envisager une offensive ultérieure. Mais je ne vois pas un traité de paix juste et durable qui puisse être enclenché par ce type de discussion. On pourra revenir sur ce que serait une paix juste et durable. Mais là, on voit bien que dans ce qui est le projet du Kremlin, il n'est absolument pas question de rendre les territoires ukrainiens à l'Ukraine. Il y a tout un récit, en plus, qui est là pour habiller, en fait, les faits, à savoir le récit sur le monde russe, voilà, bon. Et donc, je ne vois qu'un cessez-le-feu dans le meilleur des cas. Mais les Ukrainiens sont très, 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 très conscients de ce grand danger et de ce grand risque et n'en veulent pas. En très bref, du coup, quand Donald Trump installe Vladimir Poutine face à lui pour discuter à eux deux, en quelque sorte, du sort de l'Ukraine, il conforte aussi Vladimir Poutine dans ce discours-là, y compris vis-à-vis de sa propre population, que l'Ukraine ne serait pas vraiment un pays en soi, que ça resterait une forme de jardin de la Russie, où il y a de toute façon des populations qui veulent rejoindre la Russie. À partir du moment où on ne conforte pas Volodymyr Zelensky dans un vrai rôle de négociation face à Vladimir Poutine, quelque part, Donald Trump sert un peu ce récit-là aussi de Vladimir Poutine. Ah ben, il y a une circulation des narratifs dans les deux sens, c'est ce qui est quand même assez saisissant. Alors là, je vais sans doute parler plus en tant que citoyenne, parce que, encore une fois, je ne suis pas spécialisée des États-Unis, mais c'est la façon dont le discours du Kremlin
finalement, fait école complètement. En tout cas, la façon dont il y a une convergence sur les narratifs. Je voudrais revenir une demi-seconde sur ce que vous avez dit sur des populations qui souhaiteraient rejoindre la Russie. Ça, on n'a aucun élément sérieux. Je citais le fait que Vladimir Poutine pointe cela, lui, dans son narratif. Et c'est impossible de mesurer quoi que ce soit sous l'occupation aujourd'hui, si ce n'est que les témoignages, lorsqu'il y a une déoccupation des territoires, montrent que vivre sous occupation russe est un cauchemar. Et donc Alexandra Matvichuk l'avait très très bien dit, prix Nobel de la paix, il ne faut pas penser que la guerre soit pire que l'occupation. Eh bien voilà. On va en rester là pour ce premier épisode, mais on poursuivra dans le suivant, toujours avec Raoul Delcorde et Aude Merlin, en particulier sur la réaction possible des Européens au pied du mur, vu la façon dont ils sont mis de côté par Donald Trump sur ce dossier ukrainien. On évoquera également d'ailleurs les menaces qui viennent et de Russie, mais aussi de plus en plus des États-Unis sur nos modèles de démocratie sociale libérale en Europe. L'Europe est-elle face à une reconfiguration complète de la géopolitique mondiale? Quelle est sa place? On va revenir donc sur tout cela dans notre prochain épisode. Celui-ci, il était réalisé par Guillaume de Smet, avec à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Si vous souhaitez retrouver les autres numéros des Clés, rendez-vous, on vous le rappelle, sur Ovio, ainsi que sur toutes vos plateformes de téléchargement.